Le ressort principal s'enroulait parfaitement sous ma loupe à 2 heures du matin. 37 ans d'horlogerie, et je ressentais toujours ce petit frisson quand un mouvement vintage Patek Philippe revenait à la vie. Mon atelier, une grange aménagée derrière notre demeure du 19e siècle à Annecy, était mon sanctuaire. Hélène avait l'habitude de plaisanter en disant que je passais plus de temps avec des mouvements suisses morts qu'avec des gens vivants. Elle n'avait pas tort. Cela faisait 3 mois que je restaurais ce calendrier perpétuel de 1947. Le client, un type de la finance de Genève, se moquait de l'artisanat. Il voulait juste le revendre aux enchères. Mais moi, j'y tenais. Chaque rubis, chaque pivot, chaque ajustement microscopique comptait. C'est ce que je suis. Julien, le type qui répare le temps lui-même pendant que le monde tourne autour. Hélène comprenait ça chez moi. Du moins, c'est ce que je croyais. Nous étions mariés depuis 12 ans. Je l'avais rencontrée dans une vente de succession où elle dessinait des illustrations botaniques d'après la collection d'une femme décédée. Elle avait de la peinture sous les ongles et portait le gilet de sa grand-mère comme une armure contre le monde. J'étais là pour un lot de montres de poche. Nous avions enchéri l'un contre l'autre pour une loupe ancienne. Elle avait gagné. Je l'avais invitée à dîner. Notre maison racontait notre histoire mieux que des mots. Chaque fenêtre restaurée, chaque parquet rénové, nous l'avions fait ensemble. L'atelier d'Hélène occupait tout le 3e étage. Des fenêtres orientées au nord inondaient ces illustrations botaniques d'une lumière parfaite. Mon atelier, au fond du jardin, était assez proche pour partager le déjeuner, assez loin pour nous laisser de l'espace. Nous avions construit quelque chose de réel ici, quelque chose qui comptait. Dernièrement, Hélène était différente. Énergisée d'une manière que je n'avais pas vue depuis sa première exposition en galerie. Elle avait renoué avec Hugo, de l'école d'art. Il était devenu une sorte de chasseur d'orage en vogue avec une émission sur une chaîne météo. Il collaborait sur un projet concernant la régénération de la flore après les tempêtes. C'était logique, je suppose. Hélène avait toujours aimé documenter la résilience de la nature. Les rencontres ont commencé mensuellement, puis hebdomadairement. Puis c'était, je vais prendre un café avec Hugo pour discuter des photos des dégâts de la tempête. Toujours pendant mes heures d'atelier, toujours quand j'étais plongé dans une restauration. Ce soir-là, le balancier Patek tenait enfin la cadence. Amplitude parfaite. Je l'ai mis de côté pour l'observer toute la nuit, étirant mon dos après 6 heures penché sur l'établi. À l'intérieur, la maison était sombre, à l'exception de la liseuse d'Hélène à l'étage. Son téléphone a vibré sur le comptoir de la cuisine. Elle l'avait encore laissé en charge. Je l'ai ignoré. Puis il a vibré encore et encore. À 2h17 du matin, qui envoie plusieurs textos? Je l'ai pris pour le mettre en silencieux. L'aperçu montrait le nom d'Hugo et, je n'arrête pas de penser à. Ma main est restée parfaitement stable. Des mains d'horloger. J'ai déverrouillé son téléphone. Son mot de passe était toujours notre date d'anniversaire. Les messages remontaient à 4 mois. Mon échappatoire à tout. J'ai besoin de toi comme j'ai besoin des tempêtes. Patricia est encore à une conférence. Au Sofitel, la chambre habituelle. Mon Dieu, Hélène, la façon dont tu m'as regardé aujourd'hui. Je me suis assis à notre table de cuisine, celle que nous avions restaurée ensemble, en décapant cette couche de peinture, et j'ai tout lu, chaque message, chaque photo, les confirmations d'hôtel qu'elle avait cachées dans un dossier intitulé « Croquis de référence ». Les relevés de cartes de crédit que je n'avais jamais vérifiés parce que je lui faisais confiance. 4 mois de mensonges catalogués comme des spécimens. Je n'ai pas tremblé, je ne me suis pas mis en colère. J'ai fait des captures d'écran de tout, je me les suis envoyés par email, puis j'ai supprimé le message envoyé, avec la précision d'un horloger, chaque mouvement délibéré. Les retraits de notre compte joint s'élevaient à 8 000 €. Fourniture d'art, réparation d'atelier, frais d'encadrement, chacun correspondant aux dates des messages d'Hugo sur leur rendez-vous. J'ai monté nos escaliers, ceux que nous avions récupérés d'une démolition à Chambéry, et j'ai regardé Hélène dormir. Son illustration botanique d'orchidées abîmées par la tempête était à moitié terminée sur son bureau. L'inspiration d'Hugo, apparemment. Mon alliance est partie sans un bruit. 20 ans sans jamais l'enlever, et elle a glissé comme si de rien n'était. Je l'ai posée sur son croquis, en plein centre d'une fleur d'orchidée peinte. Mon sac s'est fait tout seul, mémoire musculaire de des années de voyage pour les ventes de succession.
Outils essentiels, vêtements, documents. J'ai laissé la clé de la maison, mais j'ai pris les clés de l'atelier. Celle-là était à moi avant Hélène. Elle resterait à moi après. Le camion a démarré en douceur dans la nuit froide savoyarde. En reculant, le téléphone d'Hélène s'est allumé à travers la fenêtre de la cuisine. L'aperçu du message d'Hugo était clair, même depuis l'allée. Hâte de te serrer dans mes bras demain au Sofitel. Je dis à Patricia que je chasse les orages dans le Kansas. Je me suis éloigné dans l'obscurité, laissant 12 ans derrière moi sans un regard en arrière. Le chalet de mon frère Paul se trouvait à 60 km dans le massif de la Chartreuse. Pas de réseau, sauf si on grimpait sur la crête derrière la propriété. Parfait pour disparaître le temps de décider de la suite. Le premier jour, j'ai entretenu 3 mouvements de montre que j'avais apportés de l'atelier, gardant mes mains occupées pendant que mon esprit digérait 12 ans de tromperie. Le deuxième jour, j'ai marché jusqu'à la crête pour vérifier mes messages. 17 appels manqués d'Hélène. 12 textos allant de la confusion à la panique, puis à la rage. Je les ai supprimés sans les lire et j'ai commencé à redescendre le sentier. À 19h14, un numéro inconnu de Haute-Savoie a appelé. J'ai failli l'ignorer. Monsieur Julien Moreau à l'appareil. Ici l'agente Diane Lefebvre, police d'Annecy. Il y a eu un incident impliquant votre femme. Vous devez venir au CHU de Grenoble immédiatement. Le retour s'est fait en pilote automatique. Aucune pensée, juste le mouvement. Le compteur a atteint 150 km/h sur la 41 et y est resté. Hélène est décédée à 20h43. 12 minutes avant que j'arrive à l'hôpital. Surdose, sédatif sur ordonnance mélangée à de l'alcool. Les flacons vides disposés sur notre table de cuisine comme l'une de ses compositions botaniques. Précis, délibéré, final. L'agente Lefebvre m'a tendu le téléphone d'Hélène dans un sac de preuves. Elle a essayé d'appeler un certain Hugo Dubois 37 fois après. Après avoir pris les pilules. Il n'a jamais répondu. Son dernier texto pour lui était « Il sait tout ». Vous savez ce que ça veut dire? J'ai fixé le téléphone. Hugo est un vieil ami de l'école d'art. Ils travaillaient ensemble sur un projet. L'agente a hoché la tête, a pris une note. Nous devrons lui parler. Et monsieur Moreau, je suis désolé pour votre perte. Les arrangements funéraires vont vite quand on paie comptant. 3 jours plus tard, je me tenais au funérarium, serrant la main de gens qui pensaient nous connaître. Les collègues d'Hélène chuchotaient sur mon dévouement, sur la perfection de notre couple. Hugo est arrivé avec sa femme, Patricia, à 14h pile. Il portait un costume gris anthracite qui coûtait probablement plus que le loyer mensuel de la plupart des gens. Patricia, en noir discret, avait l'air fatiguée. Ils ont signé le registre et Hugo s'est approché de moi avec une sympathie étudiée. Julien, je suis tellement désolé. Hélène était. Elle était spéciale. Une véritable artiste. Sa main s'est tendue. Je l'ai regardée, puis son poignet. Une Rolex submarinée flambant neuve. Le modèle exact sur lequel Hélène m'avait interrogé 3 mois plus tôt. Juste curieuse de connaître le mouvement, avait-elle dit. J'ai serré sa main. Ferme, bref. Merci d'être venu. Patricia a touché mon bras. Hugo est dévasté. Il travaillait si étroitement sur ce projet d'orage. Il a constamment pris l'avion pour des conférences météo ces derniers mois. Kansas, Oklahoma, Texas. Elle a marqué une pause. Mais je suppose que ça n'a plus d'importance maintenant. Des conférences météo, ai-je répété. Toutes les quelques semaines, a-t-elle confirmé. Parfois plus. La saison des orages a été particulièrement active. La mâchoire d'Hugo s'est contractée de manière presque imperceptible. Patricia, nous devrions laisser Julien faire son deuil. Ils se sont dirigés vers le salon funéraire. Je les ai regardés partir. Les mentions de Patricia sur les voyages d'Hugo correspondaient parfaitement aux « consultations clients » d'Hélène. Après la cérémonie, j'ai examiné nos finances correctement. Les 8 000 € que j'avais trouvés n'étaient qu'un début. Nos économies communes, 47 000 € que nous avions accumulés pour une extension de l'atelier, envolés, transférés par tranches sur 4 mois vers des comptes que je ne reconnaissais pas. Hélène avait laissé un mot, pas une lettre de suicide exactement, mais une sorte d'explication. 5 lignes sur son papier à lettres botaniques. Je suis désolé pour la douleur que j'ai causée.
Hugo a promis des choses qui n'étaient pas réelles. L'argent a disparu. La honte est mienne. Tu mérites mieux que les ruines que j'ai laissées. S'il te plaît, ne cherche pas de réponse. Il n'y en a pas, mais j'ai réparé des montres brisées valant des fortunes. J'ai réassemblé des mouvements à partir de boîtes de pièces éparpillées. Je n'accepte pas l'absence de réponse. J'ai appelé Didier Martin, un détective privé recommandé par mon avocat, un ancien de la police judiciaire spécialisé dans les crimes financiers. Nous nous sommes rencontrés dans un bistrot près de la vieille ville. J'ai besoin de tout savoir sur Hugo Dubois, lui ai-je dit, en lui racontant chaque détail, chaque transaction, chaque mensonge. Didier a étudié les preuves que j'avais recueillies. C'est le deuil qui parle, monsieur Moreau. Parfois, les liaisons ne sont que des liaisons. Ma femme est morte. Elle a vidé nos comptes. Hugo porte une montre à 40 000 € et sa femme pense qu'il chassait les orages alors qu'il était avec Hélène. Ce n'est pas juste une liaison. Il a hoché la tête lentement. Donnez-moi 48 heures. 2 jours plus tard, mon téléphone a sonné à 6 heures du matin. Julien. C'est Didier. Hugo Dubois n'est pas celui que vous croyez. Ça va plus loin que votre femme. Retrouvez-moi à l'atelier, ai-je dit à Didier. Apportez tout. Il est arrivé avec 2 boîtes d'archives et un ordinateur portable. Nous avons étalé le contenu sur mon établi, entre les porte-mouvements et les machines de chronométrage. Dossiers financiers, photographies, documents judiciaires, la vraie vie d'Hugo Dubois exposée comme les pièces d'une montre en attente d'assemblage. Votre femme n'était pas la première, a commencé Didier. J'en ai trouvé 3 autres au cours des 6 dernières années. Il a fait glisser une photo sur l'établi. Monica Fournier, céramiste de Megève, atelier prospère, mariée, 2 enfants. A rencontré Hugo à une foire d'art où il faisait la promotion d'une photographie d'orage. Liaison de 4 mois. À la fin, elle avait perdu son atelier, son mariage et 60 000 €. Une autre photo. Béatrice Chêne, photographe de Chamonix. Hugo l'a convaincue d'investir dans un projet commun de documentation des orages. Elle a hypothéqué sa maison pour ça. Quand elle a découvert qu'il avait enregistré leur rencontre, elle a tenté de mettre fin à ses jours. Toujours en thérapie 3 ans plus tard. La 3e photo m'a glacé le sang. Sylvie Larson, artiste textile. Elle ressemblait trait pour trait à Hélène. Même trait délicat, même sourire incertain. Sylvie a disparu, a dit Didier doucement. La famille a signalé sa disparition il y a 2 ans. Vue pour la dernière fois avec Hugo dans un hôtel à Chambéry. L'affaire a été classée. Il choisit des artistes, ai-je dit, spécifiquement des artistes femmes, mariées et en transition de carrière. Votre femme venait de perdre ce contrat avec le musée, n'est-ce pas? J'ai hoché la tête. La plus grosse commande d'Hélène était tombée à l'eau 2 mois avant la réapparition d'Hugo. C'est son point d'entrée. Il apparaît quand elles sont vulnérables, promet une collaboration, un partenariat créatif. Puis vient le love bombing, une attention constante, des cadeaux coûteux, des discours sur le destin et la connexion. Une fois qu'elles sont ferrées, il commence la manipulation financière. Didier a ouvert son ordinateur portable, montrant des relevés bancaires. Il crée des sociétés écrans pour de faux projets. Production orageuse. C'est là que votre argent est allé. Avant ça, création tempête, entreprise vortex, toutes des coquilles vides, toutes vidées dans les mois suivant leur création. Combien au total, pour toutes les victimes? Environ 230 000 € que je peux tracer. Mais voici la partie intéressante. Le style de vie d'Hugo coûte peut-être 300 000 € par an. Son émission sur la chaîne Météo lui rapporte 70 000. Sa femme Patricia vient d'une famille riche, mais elle a tout verrouillé avec un contrat de mariage après que son problème de jeu a fait surface en 2018. Donc, il chasse comme un professionnel. Et Julien, il y a plus. Didier a sorti une clé USB. Hugo garde des trophées. Un compte de stockage cloud qu'il pensait sécuriser. Vidéos, photos, enregistrements de conversation. Votre femme ne savait pas qu'elle était enregistrée. Mes mains se sont crispées. Les mains d'un horloger ne sont pas censées faire des points. Il y a un schéma dans son calendrier de chasse aux orages, a continué Didier. Chaque conférence correspond à des rencontres avec les victimes. Il construit sa carrière littéralement en détruisant ses femmes. Et la police?
Monica n'a jamais porté plainte. Trop honteuse. La tentative de suicide de Béatrice a rendu son témoignage peu fiable. L'affaire de Sylvie n'a ni corps, ni preuve de crime. Et Hélène, il a marqué une pause, officiellement, Hélène s'est suicidée. Hugo est clean sur le papier. J'ai étudié la chronologie que Didier avait construite. 4 femmes en 6 ans, des intervalles calculés, une exécution professionnelle. Il est en pleine escalade, ai-je observé. Les écarts entre les victimes se réduisent et les montants augmentent. Hélène a été son plus gros coup jusqu'à présent. J'ai repris la photo de Sylvie. Vous avez dit qu'elle a disparu il y a 2 ans. Vue pour la dernière fois quittant l'hôtel à Chambéry. Le réceptionniste se souvenait d'Hugo parce qu'il s'était plaint de la chambre 2 fois. La voiture de Sylvie a été retrouvée sur un parking de covoiturage près de la frontière suisse. Hugo chassait les orages dans le Kansas cette semaine-là, ai-je dit lentement. Hélène m'a montré ces images. Horodatées, géolocalisées. Didier s'est penché en avant. Vous vous y connaissez en métadonnées vidéo? Je restaure des montres mécaniques, pas des fichiers numériques. Mais vous comprenez la précision, le timing, la synchronisation. Où voulez-vous en venir? Il a affiché les images de chasse aux orages d'Hugo de la semaine où Sylvie a disparu. Regardez les ombres dans cette vidéo de tornade. Vous voyez l'angle? J'ai étudié l'écran. Les angles des ombres étaient incorrects pour leur indiquer. Décalé de 3 heures. Il a falsifié les horodatages, a dit Didier. Ces images ont été tournées des jours plus tôt. Il préenregistre du contenu pour se créer des alibis. C'est une preuve de tromperie, pas de meurtre. Non, mais c'est suffisant pour rouvrir le dossier de Sylvie. Et Julien. J'ai trouvé l'appartement. Quel appartement? Hugo a loué un logement au nom d'Hélène. Payé 6 mois d'avance avec sa carte de crédit. Le bail a été signé 2 semaines avant sa mort. Mon atelier est devenu silencieux, à l'exception du tic-tac d'une douzaine de garde-temps restaurés. Didier m'a tendu une clé USB. Il y a la vidéo du Sofitel. Il a tout enregistré. Votre femme ne le savait pas, je n'ai pas regardé les vidéos. Pas par respect pour Hélène. Le respect était mort avec notre mariage, mais parce que j'avais besoin de clarté, pas de rage. Au lieu de cela, je les ai catalogués comme des preuves. Date, lieu, durée. Hugo avait enregistré 17 rencontres sur 4 mois. Une documentation méticuleuse de sa conquête. L'experte comptable que j'ai engagée, Éléonore Voss, a trouvé plus que Didier. Le nom de votre femme figure sur 3 cartes de crédit dont vous ignoriez l'existence, a-t-elle expliqué, étalant les relevés sur la table de mon atelier. Dette totale, 31 000 €. Uniquement des avances de fonds, toutes retirées quelques jours après l'ouverture. Où est allé l'argent? Les mêmes comptes de société écran, puis transférés à l'étranger. Mais voici ce qui est intéressant. Hugo ne fait pas que voler. Il blanchit des dettes de jeu via les comptes de ses victimes. S'il y a une enquête, elle passe pour les joueuses. J'ai assemblé le tout en plusieurs dossiers. Clé USB, dossier financier, déclaration sous serment de Monica et Béatrice, toutes deux désireuses de voir enfin Hugo faire face aux conséquences. Chaque dossier était adapté à son destinataire. Météo France a reçu la documentation sur la falsification par Hugo des images de chasse aux orages pour créer des alibis. L'association des chasseurs d'orage a reçu la preuve qu'il utilisait des voyages professionnels pour mener ses liaisons. Son éditeur a obtenu la preuve que son prochain livre contenait des rencontres d'orage fabriquées de toutes pièces. Mais d'abord, j'ai rendu visite à Patricia. Elle vivait dans leur ferme rénovée pendant qu'Hugo séjournait dans des hôtels pour le travail. Nous nous sommes assis dans sa cuisine, qui ne ressemblait en rien à celle que Hélène et moi avions restaurée. Celle-ci n'était que bord tranchant et marbre froid. Je sais pour les liaisons, dit-elle avant que je puisse parler. Je le sais depuis des années. Et vous restez? Contrat de mariage. Si je pars, je n'ai rien. S'il part, j'ai tout. Elle sourit sans chaleur. Hugo est trop malin pour divorcer et trop stupide pour arrêter de chasser. J'ai posé la clé USB sur son comptoir en marbre. Votre mari a tout enregistré, y compris la fraude financière qui fait de vous sa complice aux yeux de la loi. Son sang-froid s'est légèrement fissuré. J'ai des finances séparées. Pas assez séparées. Votre nom est sur les papiers de production orageuse. Signataire secondaire.
Patricia est devenue blême. J'ai signé ces papiers pour aider avec les impôts. Il a dit. Il a fait de vous une complice. Mais vous pouvez arranger ça. Elle a fixé la clé. De quoi avez-vous besoin? De tout. Dossier financier, correspondance, tout ce qu'Hugo cache. Patricia a disparu à l'étage. Elle est revenue avec une mallette. Ses fichiers de sauvegarde, mots de passe, numéros de comptes offshore, tout ce qu'il pensait qu'elle ignorait. À l'intérieur se trouvaient des dossiers remontant à 8 ans, plus de victimes, plus d'argent, plus d'enregistrements. Pourquoi maintenant, ai-je demandé? Parce qu'Hélène est morte. Les autres ont juste perdu de l'argent. Votre femme a tout perdu. J'ai déposé la plainte le lendemain matin. Fraude, vol, contrôle coercitif, revenge porn. 17 chefs d'accusation au total. La détective, Angela Santos, travaillait sur les crimes financiers depuis 15 ans. C'est très complet, dit-elle en examinant ma documentation. Mais ces affaires sont difficiles à poursuivre. Les victimes refusent souvent de témoigner. Monica et Béatrice le feront. Et il y a Sylvie Larson. Santos s'est arrêté de lire. La femme disparue de Chambéry. Les horodatages d'Hugo sont faux. Il était là quand elle a disparu. C'est du ressort de la brigade criminelle. Alors impliquez-les. Ce prédateur opère depuis près d'une décennie. En une semaine, le monde d'Hugo a implosé en temps réel. La chaîne Météo l'a suspendu en attendant l'enquête. L'Association des chasseurs d'orage a révoqué ses accréditations. Son éditeur a retiré son livre. Les nouvelles locales en ont parlé en premier. Un célèbre chasseur d'orage sous enquête pour fraude. Puis les médias nationaux. Le visage d'Hugo à côté des photos de ses victimes, y compris Hélène. J'étais dans l'atelier quand mon téléphone a sonné. Numéro inconnu. Julien. La voix d'Hugo, dépouillée de son assurance habituelle. Nous devons parler. Non, nous n'avons pas à le faire. Tu ne sais pas ce que tu as déclenché. J'ai des choses sur Hélène qui détruiront sa mémoire. Comme les enregistrements que tu as faits sans son consentement. Ce sont des preuves maintenant. Pas cela. Sa voix est devenue acérée. D'autres choses. Des choses qu'elle m'a dites sur toi. Sur ta famille. Sur cette collection de montres dont tu as hérité qui n'était peut-être pas tout à fait légale. La collection de mon grand-père, saisie à un officier allemand en 1945. Ramenée à la maison sans papier. Hélène connaissait l'histoire. Tu me menaces avec les confidences d'Hélène sur l'oreiller? Je t'offre une solution. Abandonne les charges. Je disparaîtrai. Continue de pousser, et Hélène deviendra la méchante dans toutes les histoires que je raconterai. Une artiste instable qui me harcelait. Qui a volé son mari pour financer son obsession. J'ai assez de ces messages pour rendre ça crédible. Essaie. Tu ne penses pas que je le ferai? Je sais que tu le feras. C'est pourquoi j'ai enregistré cet appel. Silence. On se voit au tribunal, Hugo. Les menaces d'Hugo se sont évaporées une fois que son avocat a entendu l'enregistrement. Faire chanter un témoin a tendance à compliquer les stratégies de défense. Au moment où le procès a commencé, 3 mois plus tard, Hugo avait épuisé 4 avocats. Chacun avait démissionné après avoir découvert d'autres preuves que leur client avait cachées. La salle d'audience était plus petite que ce à quoi je m'attendais. Le tribunal de grande instance d'Annecy. La juge Françoise Keller présidait. Hugo était assis à la table de la défense dans un costume qui coûtait moins cher que d'habitude. Patricia avait gelé leur compte pendant la procédure de divorce. Monica a témoigné la première. Calme, méthodique, dévastatrice. Elle a détaillé le schéma d'Hugo, le charme initial, les promesses de collaboration, les demandes financières progressives qui sont devenues des exigences. Elle a produit des reçus, des messages, des relevés bancaires. Sa voix n'a jamais faibli, même en décrivant sa tentative de suicide après avoir tout perdu. Béatrice a suivi. Elle a apporté des captures d'écran imprimées des messages d'Hugo, soulignant ses tactiques de manipulation. Il disait des choses comme « Si tu avais vraiment confiance en notre connexion, tu investirais dans notre avenir. » Il me faisait me sentir petite d'hésiter, comme si je trahissais notre amour en remettant en question ses plans. L'experte comptable a présenté un organigramme qui ressemblait à un schéma de circuit.
L'argent circulant des victimes à travers des sociétés écrans vers des comptes offshore. Puis revenant pour payer les dettes d'Hugo. Propre, précis, irréfutable. Puis ce fut mon tour. Déclinez votre identité pour le dossier. Julien Moreau, maître horloger, veuf. La procureure, Jeanne Hébert, m'a fait raconter la découverte de la liaison, le vol financier, l'embauche des enquêteurs. J'ai gardé mes réponses courtes, factuelles, sans émotion, juste de la mécanique. Quel était l'état d'esprit de votre femme dans ces derniers jours? Je n'étais pas là. J'étais parti après avoir découvert la liaison. Mais elle a essayé de vous contacter. 17 appels, 12 textos. Je n'ai pas répondu. Vous vous blâmez pour sa mort? L'avocat d'Hugo a objecté. Accordé. Jeanne a présenté les clés USB. Ces enregistrements ont été trouvés sur le stockage cloud de l'accusé. Votre femme a-t-elle consenti à être enregistrée? Non. Comment pouvez-vous en être certain? Parce qu'Hélène valorisait l'intimité par-dessus tout. Elle ne me laissait même pas photographier ses œuvres avant qu'elles ne soient terminées. Elle n'aurait jamais consenti à ça. Les enregistrements n'ont pas été diffusés publiquement. La juge Keller les a visionnés dans son bureau. Quand elle est revenue, son expression aurait pu glacer du bourbon. Hugo a pris la barre le 3e jour. Son histoire n'arrêtait pas de changer. Les femmes lui avaient offert de l'argent. Non, elles avaient investi dans des entreprises légitimes. Non, elles lui avaient demandé de gérer leurs finances. Chaque contradiction en engendrait 2 autres. Monsieur Dubois, demanda Jeanne, pouvez-vous expliquer pourquoi vous avez préenregistré des images d'orage et falsifié les eurodatages? Je n'ai jamais. Nous avons une analyse des métadonnées prouvant que vos images d'alibi pour la disparition de Sylvie Larson ont été filmées 3 jours plus tôt. Le sang-froid d'Hugo s'est fissuré. Sylvie était perturbée. Elle parlait tout le temps de disparaître. Pourtant, vous n'en avez jamais parlé à la police quand elle a disparu. Je n'ai pas pensé. Vous n'avez pas pensé, ou vous ne vouliez pas que les enquêteurs se penchent sur votre relation? Son avocat a objecté à plusieurs reprises, chaque objection étant rejetée. Les témoins de moralité ont détruit ce qui restait de la crédibilité d'Hugo. Sa dépendance au jeu, une fraude fiscale de 2019, une ordonnance restrictive d'une femme en 2017, un schéma après l'autre émergeant comme les engrenages d'un mouvement endommagé. Patricia a témoigné pour l'accusation. Elle avait échangé une immunité contre une coopération totale, livrant les livres cachés d'Hugo, les enregistrements secrets, tout. Son témoignage a révélé qu'Hugo avait d'abord testé ses tactiques de manipulation sur elle des années auparavant, avant de chasser ailleurs. Il appelait ça l'architecture émotionnelle, a-t-elle dit. Construire quelqu'un juste pour contrôler sa chute. Le jury a délibéré pendant 3 heures. Coupable sur tous les chefs d'accusation. Hugo s'est levé à la lecture du verdict, sa confiance de chasseur d'orage finalement brisée. La juge Keller a fixé la sentence à la semaine suivante. Alors que les agents se préparaient à emmener Hugo, il a soudainement explosé. Il y a un autre compte, a-t-il hurlé à travers la salle d'audience. Celui qu'Hélène a créé elle-même. Vérifiez Geneva Holdings. L'huissier a attrapé son bras, mais Hugo continuait de crier. Elle savait. Elle savait tout. Geneva Holdings. Elle a tout documenté. Chaque femme, chaque euro. Elle montait son propre dossier. La juge Keller a exigé le silence. Hugo a été traîné dehors, continuant de divaguer sur Geneva Holdings et l'enquête secrète d'Hélène. Jeanne Hébert s'est approchée de moi après l'audience. Vous savez quelque chose à propos de Geneva Holdings? J'ai secoué la tête, mais un froid s'est installé dans ma poitrine. Hélène avait mentionné Genève une fois, le lieu de naissance de sa grand-mère. Elle avait dit qu'elle pourrait nommer une série botanique d'après ce nom. Nous allons vérifier, a dit Jeanne. Parfois, les accusés disent n'importe quoi pour semer le chaos. Mais cette nuit-là, j'ai fouillé l'atelier d'Hélène correctement pour la première fois depuis sa mort. L'atelier d'Hélène était resté exactement comme elle l'avait laissé. Des illustrations botaniques à divers stades, la loupe de sa grand-mère sur le bureau, son gilet taché de peinture sur sa chaise. J'ai commencé par les endroits évidents, les tiroirs, les classeurs, les portfolios, rien sur Geneva Holdings. Puis je me suis souvenu de l'habitude d'Hélène de cacher des croquis de valeur entre des planches de toile. 3e pilan partant de la fenêtre. Une enveloppe Kraft marquée,
série Genève, préliminaire. À l'intérieur, des documents bancaires pour Geneva Holdings LLC, une société créée 5 semaines avant sa mort. Une clé de coffre-fort collée à une note de l'écriture d'Hélène. Julien comprendra. La précision exige la documentation. La banque a ouvert à 9 heures. Le coffre-fort contenait 3 clés USB, un journal en cuir et une lettre qui m'était adressée. Julien, si tu lis ceci, tu as trouvé ce qu'Hugo voulait si désespérément cacher. J'ai découvert son schéma il y a 6 semaines. J'ai trouvé une œuvre de Monica dans une vente de succession. Elle l'avait signée de son nom de jeune fille avec un message, ne jamais faire confiance aux orages qui promettent le calme. Je l'ai retrouvée. Monica m'a tout raconté. M'a mise en contact avec Béatrice. Nous avons trouvé des preuves de 5 autres femmes qu'Hugo a détruites. J'ai tout documenté dans ce coffre. Dossier financier, enregistrement d'Hugo admettant ses méthodes, correspondance avec ses victimes. J'ai commencé cette liaison en sachant ce qu'il était. Je l'ai laissé croire qu'il me séduisait pendant que je rassemblais des preuves. Chaque rencontre, chaque virement, chaque mensonge, tout est documenté ici. J'allais le dénoncer après avoir eu assez de preuves. Mais je me suis perdu, Julien. La manipulation fonctionne même quand on sait ce qui se passe. Le temps que je réalise que j'étais tombé dans mon propre piège, il avait les enregistrements, les dettes, le contrôle. Je ne voyais pas d'issue qui ne te détruirait pas aussi. Je ne suis pas assez courageuse pour affronter ce qui vient. Mais toi, tu le es. Toi, tu répares les choses cassées. Répare ça. La 3e clé USB contient autre chose. Des preuves sur Sylvie Larson. Hugo s'est saoulé un soir. Il m'a dit qu'elle menaçait de le dénoncer. Il a dit qu'il s'en était occupé. Il a dit qu'elle nourrissait les poissons dans le lac du Bourget. J'ai tout enregistré. Pardonne-moi pour les mensonges. Pas pour Hugo. Jamais pour lui. Mais pour avoir essayé de te protéger en me battant seul. Hélène. Le journal contenait des notes méticuleuses, des horodatages de réunions, des transferts financiers suivis au centime près. Les aveux d'Hugo transcrits mot pour mot. Hélène avait monté un meilleur dossier que le FBI n'aurait pu le faire. L'enregistrement d'Hugo discutant de Sylvie était clair. Ivre, vantard, décrivant comment il l'avait convaincu de le rejoindre au lac, la facilité avec laquelle il l'avait fait disparaître, comment l'orage cette nuit-là avait tout couvert. J'ai tout livré à la détective Santos cet après-midi-là. En quelques heures, les enquêteurs de la brigade criminelle draguaient le lac du Bourget près des coordonnées qu'Hugo avait révélées à Hélène dans son ivresse. Ils ont trouvé les restes de Sylvie le lendemain. La condamnation d'Hugo est devenue une formalité, éclipsée par les accusations de meurtre. 8 ans pour fraude sont devenus la réclusion criminelle à perpétuité sans possibilité de libération conditionnelle pour homicide. Il a accepté une négociation de peine pour éviter la peine de mort, admettant finalement avoir tué Sylvie quand elle avait menacé de le dénoncer. La salle d'audience était comble pour l'audience finale. Monica, Béatrice et 3 autres victimes que je ne connaissais pas. Patricia, divorcée et libre, regardait depuis le fond. Hugo est entré, menotté. Le chasseur d'orage qui avait joué à Dieu avec la vie des femmes ne pouvait même plus choisir ses propres vêtements. L'orange lui allait moins bien que ses costumes coûteux ne l'avaient jamais fait. Pendant les déclarations des victimes, j'ai parlé en dernier. Hélène a essayé de t'arrêter. Elle a tout sacrifié, rassemblant des preuves pour protéger les autres. Tu as détruit Sylvie. Tu as détruit Monica et Béatrice. Tu as volé plus que de l'argent. Tu as volé la confiance, la sécurité, des avenirs. Mais Hélène a tout documenté. Elle a construit le dossier qui t'a fait tomber. Même dans la mort, elle t'a battu. Hugo a été emmené en silence. Plus de menaces. Plus de manipulation. Juste un homme brisé en route pour une cellule en béton. Le dédommagement est venu lentement. Enquête des assurances, saisie des avoirs, liquidation des comptes cachés d'Hugo. Monica a reçu assez pour reconstruire son atelier. Béatrice a créé une fondation pour les survivantes d'abus. Les autres victimes ont trouvé leurs propres moyens d'avancer. J'ai utilisé l'assurance vie d'Hélène et les fonds récupérés pour créer la fondation Hélène Moreau, soutenant les artistes victimes d'abus financiers. La première subvention est allée à une peintre dont le mari avait vidé les comptes. La seconde à une sculptrice fuyant un partenaire contrôlant. 6 mois plus tard,
Je suis retourné sur la tombe d'Hélène avec une orchidée, la variété endommagée par la tempête qu'elle peignait. Je l'ai posée contre la pierre tombale, puis j'ai déposé la montre que j'avais fabriquée. Une pièce unique avec ses cendres scellées dans du cristal derrière le cadran. Le temps figé à 20h43. Tu as commencé ça, ai-je dit à la pierre. Je l'ai terminé. Repose en paix maintenant. Mon téléphone a vibré. Alerte info locale. Hugo Dubois attaqué en prison par un détenu dont la sœur était suspectée d'être une 7e victime. J'ai supprimé l'alerte et je suis retourné à mon atelier. 17 mouvements attendaient d'être restaurés. Le temps n'attend personne. Ni le deuil, ni la vengeance, ni la justice. Mais parfois, pour un instant, il ralentit assez pour permettre aux pièces cassées de se réaligner. La porte de l'atelier s'est refermée derrière moi. Le ressort principal s'enroulait parfaitement sous ma loupe. Il était temps de travailler.